Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Anifa Kala et je suis l'une des cofondatrices de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises. Et donc, au nom de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence Zoom qui se focalisera sur les droits sociaux et culturels de la femme africaine. Mais en fait, la conférence d'aujourd'hui est basée sur un livre, Moadi, dont nous avons invité l'auteur aujourd'hui, Madame Vicky Kalambai. Moadi, c'est l'histoire d'une jeune fille, mais ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire qui reflète la réalité sociale, la place de la femme africaine, aussi bien et aussi ses luttes et ses victoires d'hier et d'aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas longtemps sur le contenu du livre ou sur l'auteur, donc je laisserai ma collègue Deli Chiabo qui facilitera la conférence d'aujourd'hui prendre la parole. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais juste vous laisser savoir que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, je vous conseillerais de peut-être garder vos caméras fermées. Et aussi, je vous demanderai de garder vos micros fermés aussi pour nous permettre à ce que la discussion se passe sans interruption. Mais je vous encourage à mettre vos commentaires, à mettre vos questions dans le chat. Et à la fin de la discussion, les différents intervenants pourront répondre à ces questions. À part donc Deli, nous avons aussi notre collègue Mireille Tamboué, qui est aussi l'une des cofondatrices de Congolese Women Network, le réseau des femmes, des femmes congolaises, qui sera avec nous pour faciliter et intervenir aux besoins. Merci beaucoup et j'espère pas, mais je suis sûre que nous allons beaucoup apprendre et pouvoir échanger aujourd'hui. Merci. Deli, à toi la parole. Merci Anifa pour cette présentation. Donc, comme notre vision l'est dit dans Congolese Women Network, nous visons vraiment l'épanouissement de la femme, particulièrement la femme congolaise dans tous ses aspects. Donc, on se focalise sur la santé de la femme. Et quand on dit santé de la femme, ce n'est pas seulement l'absence des maladies, c'est dans tous les aspects, le bien-être social, culturel. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons vraiment discuté des droits sociaux et culturels de la femme dans notre groupe que nous avons dans Congolese Women Network, la communauté Lissal ici. Et lors de nos débats, de nos discussions, nous sommes tombés sur le livre de Madame Vicky Kalambai et nous avons vraiment exploré. La plupart de nos membres l'ont lu avant et d'autres l'ont lu quand on a discuté de ces sujets-là au mois de mars. C'est alors que nous avons dit nous devons inviter Madame Vicky Kalambai pour pouvoir parler de plusieurs thèmes que nous avons trouvés intéressants dans le livre Moadi. C'est sans plus tarder, bon, on a envoyé la biographie de Madame Kalambai. Il y a certains qui l'ont vue, certains ne l'ont pas vue. Et je vais demander à Madame Kalambai de se présenter pour qu'on puisse la connaître. Oui, Maman Vicky. On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à cette émission, parler un peu de livres, à parler un peu de femmes. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je crois que nous allons passer ensemble une bonne soirée. Moi, c'est Vicky Mujinga Kalambai. Je suis ici avec vous depuis définitivement depuis 2013. Mais les enfants étaient ici depuis 2001 et on a dû voyager plusieurs fois pour venir le voir. Une fois que j'étais ici, à part ma formation que j'ai faite à l'ISTEM, à l'Institut supérieur technique, où je fais la radiologie, je suis venue faire aussi l'assistante assistante en pharmacie, je veux dire, ici au Québec. Précisément ici à Ottawa, à Gatineau. Et voilà, je suis là.
Je suis vraiment impressionnée de la radiologie, la pharmacie et subitement, on vous retrouve dans la littérature, dans les livres. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire les livres? Comment vous avez fait pour faire ces changements de secteur de la radiologie à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, j'ai fait la biochimie, disons, à l'école secondaire. Et depuis l'école primaire à l'université, je ne fais que lire. La lecture était ma passion et elle est toujours. J'ai continué dans ce sens-là. Je crois, au début, je n'avais pas l'intention d'écrire. Je ne savais même pas que j'allais écrire un jour un livre, mais il y a des circonstances de la vie qui vous poussent aussi à vouloir raconter aussi votre vie, ce que vous connaissez aussi. C'est ainsi que pour la première fois, j'ai écrit sur la vie de ma mère, sa bibliographie. Ma mère, elle s'est retrouvée aussi très jeune. Elle m'a eu très jeune. Elle avait à peine 14 ans quand elle m'a eu. Donc, je savais que sa vie aussi valait la peine d'en parler et de raconter aussi aux autres comment elle s'est en sortie avec ses 10 enfants. C'est ce qui m'a poussée pour la première fois. Et surtout parce que mes enfants ne l'ont pas connue. Mon mari étant médecin et fonctionnaire des Nations Unies, de l'OMS, il a eu à avoir beaucoup d'affectations qui ont fait que les enfants sont partis très jeunes de Kinshasa et ils n'ont pas connu beaucoup leurs grands-parents. Et à un moment donné, on a vécu avec ma mère à certains endroits où on était en Afrique. Ils l'ont connu un peu, mais pas assez. C'est ce qui m'a poussé finalement à écrire sur elle. Voilà comment j'ai dû commencer à écrire mon premier livre. Je comprends bien, donc c'est vraiment le goût de la lecture et aussi vous aviez les soucis de transmettre votre culture à vos enfants, que vos enfants puissent connaître leur grand-mère et connaître ce qui s'est passé dans votre culture. Mais quel est le message que vous véhiculez dans tout ça? Qu'est-ce que vous véhiculez? Le message, c'est les femmes, essentiellement, parce que je trouve que les filles ont, comme les garçons, le même droit à la vie, au bonheur, à l'instruction, éducation ou quoi, et qu'on ne doit pas continuer, nous les femmes, à ne pas parler de nos femmes, à ne pas parler de nos problèmes. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire de ma mère, parce que ça a été, quand elle le raconte là, c'est un événement émouvant. Elle a connu le mariage précoce et moi, je suis contre ces mariages, les mariages précoces et cela a fait que je suis devenue en quelque sorte la défenseuse des femmes et surtout de jeunes filles qu'on arrache à l'école très tôt et qui connaissent de mariages non désirés. C'est essentiellement pour ça que je me suis basée sur la vie des femmes et surtout de jeunes filles. Oui, merci beaucoup. Là, vous avez fait ressortir beaucoup de thèmes. Nous allons y revenir. Mais j'aimerais, on a parlé de Moadi, j'aimerais que vous puissiez quand même lire un passage du livre, du roman Moadi, et nous dire pourquoi vous avez choisi ce passage du livre. Peut-être vous pouvez signaler la page. Il y a des gens qui ont leur livre devant eux, s'ils peuvent vous suivre. Oui, c'est la page 13. On commence par le dernier chapitre, ou le dernier chapitre, oui. Lorsque j'avais entre 10 et 11 ans, un événement survint qui allait changer le cours de ma vie. Cela s'est passé en novembre 1963. La saison de pluie était particulièrement désastreuse. Le drame éclata une nuit après un déluge et des vents violents. Une des branches du gros
l'arbre centenaire de notre cour tomba sur notre maison et une partie de la toiture s'effondra. L'inondation fut catastrophique. La quasi-totalité de nos effets se retrouva sous l'eau et nos récoltes se gâtèrent. Cette situation eut des répercussions majeures sur notre vie. La famille s'en trouva disloquée. Mon père et les garçons furent logés chez un ami et ma mère, mes sœurs et moi allâmes habiter chez l'une des cousines maternelles. Elle était veuve et vivait avec ses 2 enfants. Nous manquions de tout et ne mangions plus à notre faim. Chaque repas était parcimonieusement rationné. Je n'osais réclamer davantage de nourriture. Pour remédier à notre faim chronique, Nyota et moi étions contraintes d'aller faire de petits travaux chez des gens au village en échange d'un peu de nourriture. Je me rappelais à ce moment-là, avec amertume, le jour passé, quand notre grenier était rempli de produits variés de notre champ. La réhabilitation de la toiture et de la partie effondrée de notre maison devint un casse-tête permanent pour notre père. En plus, comble de malheur, un de mes frères tomba gravement malade. Il avait contracté une pneumonie fulgurante dont l'issue aurait été fatale si elle n'avait pas été traitée. Mon père mit avec peine son orgueil habituel de côté et alla trouver Jiba, le commerçant du village, le seul ami à même de lui venir en aide. Celui-ci, compréhensif, accepta de lui prêter l'argent nécessaire pour faire face à ses obligations parentales. On amena mon frère à l'hôpital, de préférence de notre circonscription, où sa prise en charge se réveilla efficace. Il fut guéri après quelques jours d'hospitalisation. La famille fut heureuse de se retrouver encore une fois réunie sous le même toit, mais cette joie fut de courte durée. Après les travaux, il ne restait plus assez d'argent pour que mon père reprisse ses travaux champêtres comme il l'espérait. Il prit alors une série de mesures de survie pour s'en sortir. Ma sœur et moi dûmes abandonner l'école et mon frère, Longi, fut envoyé chez l'oncle paternel Béa. Cette dernière avait accepté de payer ses études à l'école catholique située à 80 km de chez nous. La priorité était donnée aux garçons après tout. L'oncle Béa vivait avec sa femme, Meta, et les 2 petits garçons dans le village de sa femme à 60 km de chez nous. Il tenait un petit commerce prospère d'alimentation générale. À chacune de ses visites, il ne manquait pas de nous apporter quelques cadeaux, dont des habits de seconde main. Il fut vraiment notre sauveur pendant ce pénible moment. La persistance de la crise amena mon père à me marier aussi. Voilà. C'est vraiment un passage très émouvant que vous venez de lire là. J'aimerais savoir pourquoi vous l'avez choisi. Non, je crois que je l'ai choisi en rapport du thème d'aujourd'hui, parce que l'accent était mis sur l'éducation de l'enfant et pourquoi les filles sont obligées de cesser l'école. Vous avez vu, il y a un malheur dans la famille et la seule chose qu'on trouve vite à faire pour résoudre le problème, c'est d'obliger le fils de cesser l'école, de le marier, tandis que le garçon sont préservés. On trouve une solution pour que l'enfant continue l'école. Voilà. Oui, c'est une situation qu'on remarquait et qui continue. Donc, il y a plusieurs jeunes filles qui sont obligées d'arrêter les études très tôt. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour qu'on puisse remédier à cette situation-là? Parce que là-dedans, je n'ai pas seulement retenu l'éducation, je vais rebondir encore après, mais qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour pouvoir arrêter ces fléaux, je peux l'appeler comme ça? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte pour arriver à résoudre ce problème qui est un problème très, très difficile avec de répercussions sur la vie de nos enfants. C'est d'abord l'éducation de nos enfants dès le bas âge, en famille,
comment on les éduque d'abord, avant même d'aller à l'école. Il faut qu'on prenne conscience que les filles et les garçons, c'est la même chose. Il n'y a pas de sexe à favoriser par rapport à d'autres. Je crois que si chaque maman, chaque papa considère cet aspect des choses, on va évoluer ensemble. La deuxième chose, c'est au niveau du pays même. Le développement, ce n'est pas l'histoire d'une personne, des individus, c'est l'histoire de l'État. C'est l'État qui doit mettre des politiques nécessaires pour ce développement, pour arriver à amener tous les enfants à l'école. Parce que dans le texte, c'est bien dit, l'égalité homme-femme, c'est garanti. L'école homme-femme, on veut bien, mais en pratique, personne ne prend en compte. Et quand vous pensez que nous avons de dirigeants qui préfèrent utiliser l'argent de l'État pour leurs besoins personnels, pour leur famille, alors qu'à côté, on a des enfants qu'on ne sait pas mettre à l'école ou des enfants qui étudient dans des conditions très, très, très difficiles. Et surtout, le cas du Congo est un cas où tout le monde connaît que l'éducation et les efforts que les autorités ont mis jusque-là pour l'éducation des enfants est presque nul. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Parce que dans les années 60, non, avant même l'indépendance, la colonisation, c'est vrai, les colonisateurs ont marginalisé les femmes. Et ça, c'est une situation qu'ils avaient déjà trouvée parce que les hommes eux-mêmes, les Congolais eux-mêmes, par exemple, parlaient de notre pays, les Congolais eux-mêmes limitaient les femmes à des travaux ménagers, à garder la maison, prendre soin du mari. Et ceux qui travaillaient, c'était dans le champ et il n'y avait pas de travail en dehors de l'école. L'homme était au centre de tout, c'était lui le chef. La femme n'avait rien, ni à dire, ni en possession, il n'avait pas de biens. Même les enfants, c'était les enfants de l'homme dans certaines de notre pays, c'était comme ça. Donc, c'est partager les efforts à faire en famille, individuellement dans les familles et aussi par l'État. Il y a les situations de guerre maintenant qui fait que la plupart des enfants et surtout les filles n'ont pas accès à l'école. Tout ça, ça amène l'Afrique en arrière. Oui. Ouais. Les filles n'ont pas accès à l'éducation, elles n'ont pas accès à l'école et du coup, on les envoie dans des mariages précoces. Là, j'aimerais un peu me tourner vers M. Bosco. Bon, je me tourne virtuellement. M. Jean Bosco, il est dans la salle. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro parce que je vais vous poser une question. Quelle lecture vous faites par rapport à cela, au mariage précoce des filles? M. Jean Bosco Congolo, votre micro est fermé. On vous entend toujours pas. Oui, là, vous êtes ouvert. Je vais brièvement vous présenter. Monsieur Jean Bosco Congolo, il est juriste de formation. Il a un master en droit. Il a fait aussi la criminologie à l'Université de Montréal. Actuellement, il est travailleur, il est administrateur à la DESC. Alors, Monsieur Jean Bosco, quelle lecture vous faites par rapport au mariage précoce des filles? Du point de vue juridique, je ne sais pas, du point de vue droit socio-culturel, parce que nous savons que le droit socio-culturel, ça mène la fille, la jeune fille à être indépendante. Ça mène vers son autonomie. Quelle lecture vous faites par rapport à ces mariages précoces? Ces mariages précoces, bon, si nous voulons nous situer au Congo, le pays d'où nous venons, ces mariages précoces se font en violation de la loi. Pourquoi? Parce que la matière est légiférée. Il existe où il a été mis en vigueur depuis le 1er août 88, ce qu'on appelle au Congo le Code de la famille.
Et dans ce code de la famille, on détermine les conditions de fond et de forme pour le mariage. Dans les conditions de forme, et même plutôt dans les conditions de forme, il y a la maturité, c'est-à-dire l'âge auquel les jeunes gens, garçons ou filles, peuvent se marier. Il faut qu'ils soient majeurs, ce qui ne se fait pas. Et dans la plupart des cas, et surtout dans l'arrière-pays, on marie les filles trop jeunes, tout simplement parce que la culture est encore très pesante, dans ce sens que le code de la famille lui-même, bien que mis en vigueur depuis 1988, n'a jamais été suffisamment vulgarisé. Pour qu'une loi soit connue du public et puisse produire ses effets, il faut qu'il soit vulgarisé. Mais le code de la famille existe, il n'est appliqué que dans les tribunaux. Mais dans les familles, il n'est pas connu. Vous allez peut-être être surprise si je vous dis que il y a jusqu'à présent des gens, même qui ont étudié au niveau même de l'université, qui croient qu'il suffit de doter pour être déclaré marié. Or, la dot n'est qu'une des conditions pour être marié. Donc, il y a ce genre de conditions et une des conditions essentielles parmi les conditions de fond, c'est le consentement. Les jeunes filles ne donnent pas leur consentement pour le mariage. Certains parents continuent à organiser des consensus entre parents pour marier de force leur fille. La fille, on lui apprend seulement que, voilà, tu vas épouser telle de telle famille. Et c'est ce qui est dit même dans le livre Moadi. Quand finalement Moadi s'est émancipé, on l'a marié sans son consentement. Et même dans le livre Bilonda, le premier ouvrage de maman Vicky Kalambay, où elle parle de la biographie de sa mère qui s'est mariée à 13 ans, on ne l'avait pas consultée. Ses parents ne l'avaient pas consultée. Mais à cette époque-là, on peut encore comprendre qu'il n'y avait pas encore une loi unifiée pour légiférer sur les droits sociaux des femmes. Mais actuellement, c'est impardonnable que ça puisse encore se faire. Malheureusement, avec la crise, les parents sont pressés de marier très vite leur fille parce qu'ils veulent avoir un gain. La fille est considérée comme une valeur marchande. Voyez-vous, elle est considérée comme une valeur marchande et la crise aidant, on a inculqué à la femme, à la fille, dès le bas âge, que le droit d'être instruit est réservé aux garçons. Eux peuvent aller plus loin, d'autant plus que dans la plupart de nos cultures ou sous-cultures africaines et congolaises, c'est le patriarcat. Donc, le garçon reste dans le clan, tandis que la fille en sort pour aller enrichir la famille de l'homme. Alors, comme elle part, on ne s'occupe pas de son instruction. Bon, elle est là comme valeur marchande. On la marie très vite. Donc, je m'arrête encore jusque-là. Si vous avez des sous-questions, on peut s'étendre. Oui, les questions viendront. Je retourne vers Madame Kalambay. Au regard de ce qui a été dit par M. Jean Bosco, nous voyons que les filles, elles sont vouées, pas vouées, bon, elles sont envoyées au mariage précocement. C'est parce que les parents ne connaissent pas les droits et les filles ne donnent pas leur consentement. Pensez-vous que cette pratique de mariage précoce a diminué de nos jours ou elle est encore assez fréquente comme elle était dans le passé? Et qu'est-ce qui devait être fait au niveau des familles, au niveau de la population pour pouvoir arrêter cette pratique de mariage précoce?
excusez-moi. Comme M. Kongolo vient de le dire, les gens parfois ignorent leurs droits parce que le code pénal, le code de famille n'est pas assez vulgarisé et puis pas dans toutes les langues pour que ça puisse aider à toute la population d'être en mesure de la connaître. Surtout dans le parti reculé du pays, dans le village, c'est très difficile. Et maintenant, il faut avouer que depuis après les années 80, depuis les années 90, la crise dans nos pays africains s'est accentuée beaucoup. Et là où il y a la guerre, c'est encore plus difficile parce que c'est le cas du Congo, c'est vraiment un cas déplorant parce que tous les enfants, toutes les filles sont obligées de quitter l'école, de quitter les lieux de leur milieu pour aller se réfugier ailleurs. Donc, c'est très difficile. Je ne vois pas, en tout cas dans les médias, comment on peut faire les choses si nos dirigeants, eux, ne prennent pas conscience de cela. Parce que pour le moment, même les enfants qui étudient, le niveau d'études n'est pas à comparer à ce que nous avons vécu. C'est vraiment très, très, très bas. Tout le monde le déplore, mais il n'y a pas d'effort de ce côté-là. On continue à produire, les enfants sortent des diplômés, tout ça, sans que nécessairement ils aient des compétences. Donc, c'est un problème qui, à mon avis, doit être discuté par les enfants d'un pays, de savoir ce que vous voulez. Vous voulez une éducation de qualité, eh bien, il faut investir là-dedans. Il faut investir là-dedans. Et puis, il y a le poids de la tradition. Et en ville, c'est peut-être un peu différent, mais au village, j'ai l'impression que les choses continuent à tourner de la même façon. La crise est là, les gens fuient le village et les jeunes qui sont là ne savent pas se débrouiller. Les jeunes filles, la seule solution, c'est quelqu'un qui peut le prendre en mariage, même si elle est deuxième, troisième ou quatrième femme, avec un monsieur très âgé. L'essentiel est que le parent attrape au moins la dot en espérant qu'ils vont survivre. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Oui. Oui, c'est vraiment la pauvreté, ça emmène beaucoup de problèmes. Donc, les filles sont devenues une marchandise. Quand les parents sont en perte de moyens, alors ils utilisent leurs enfants comme étant une marchandise. Je vois dans le chat, je ne sais pas, Mireille, est-ce que tu as des questions? On peut prendre une question avant de continuer avec Madame Kongolo, avec Madame Kalambay, pardon. Oui, en effet, on a une question dans le chat. Alors, nous avons une question de Joël. Et la question est adressée à Monsieur Kongolo. Merci pour votre intervention, monsieur. Joël voudrait savoir, quand vous dites valeur marchande, veut-il dire que les parents de la jeune fille forcée au mariage reçoivent une rente ponctuelle ou bien étalée? Si cette rente est étalée, combien de temps cette rente, combien de temps et cette rente est-elle versée? Voilà la question de Joël. Merci pour la question. Je crois que je suis bien placé pour y répondre parce que dans mes fonctions, dans mes antérieures fonctions de magistrat et de juge, j'ai eu à trancher des cas concernant le mariage, concernant le divorce et consorts. Alors, quand je dis que la jeune fille est devenue une valeur marchande, c'est parce que dans toutes nos coutumes congolaises, anciennement, la dot n'était qu'un symbole symbole et comme ciment pour mettre ensemble les deux familles, la famille du garçon et la famille de la fille. Et ce symbole s'est limité à quelques petites choses, quelques biens
et un peu d'argent seulement. Mais avec le temps, certains parents cupides ont commencé à comprendre qu'à travers cette dot, ils pouvaient s'enrichir. Et malheureusement, cela est arrivé même dans des familles qui étaient parvenues à faire instruire leurs filles et à fixer la dot, non pas comme symbole, mais en fonction des études effectuées par la fille. Notre fille a beaucoup étudié, il faut que la dot soit conséquente. C'est pourquoi le législateur était intervenu pour baliser la valeur de la dot, c'est-à-dire la ramener au niveau de symbole. Mais comme je l'ai dit tout récemment, tout à l'heure, le code n'ayant pas été suffisamment ou pas du tout vulgarisé, les gens ignorent qu'il y a même des pénalités pour ça et que la fille elle-même peut contester devant le tribunal la valeur exorbitante de la dot qui a été demandée pour elle. Et c'est son droit. Mais qui va le lui dire si le code n'est pas vulgarisé? Il m'arrivait plus souvent au Congo, et je surprenais d'ailleurs les gens, lorsque les gens se précipitaient, lorsqu'arrivait le moment de donner des cadeaux de mariage, il y en a qui se trimballaient avec de gros cartons remplis d'ustensiles de cuisine. Moi, je mettais dans une enveloppe juste le code de la famille destiné aux mariés. Et je l'ai fait plusieurs fois. C'était ma façon de vulgariser le code de la famille. Donc, les gens ne connaissent pas leurs droits, les filles ne connaissent pas leurs droits, elles croient qu'elles ne peuvent pas être associées à la dot ou qu'on peut demander, on peut fixer la dot pour leur mariage sans leur consentement. Et je vais encore vous surprendre pour vous dire que tout récemment, il y a quelques mois, l'année passée, j'ai marié ma fille, mais avant de la marier, j'ai discuté avec elle, j'ai dit, écoute, ce que je vais demander comme dot à ton mari. On a discuté. Donc, voilà comment on peut associer la fille à la connaissance de ses droits. Merci. Justement, quand vous parliez de la non-vulgarisation de la loi et du code de la famille, on avait un commentaire dans le chat aussi qui disait justement si les gouvernements africains, que font-ils? Parce qu'on parle du Congo, mais on s'entend que c'est vraiment africain à large. Donc, que font les gouvernements pour vulgariser justement ces lois-là, le code de la famille notamment? Est-ce qu'en ne le faisant pas, ils ne sont pas un peu complices? C'est une question de commentaire là que je prends dans le chat. Est-ce qu'ils ne sont pas complices? Est-ce qu'on n'aimerait pas que ça soit un statu quo? Est-ce que ce n'est pas à l'aise dans cette façon, dans le statu quo, au fait? C'est un peu la question commentaire qui est dans le chat donné par Madi. Que font les gouvernements? Je veux vous dire que les gouvernements ne font presque rien. Pourquoi? Regardez par exemple, dans le monde entier, il y a la date du 8 mars qui est dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Mais la femme elle-même à qui est dédiée cette journée ne sait pas pourquoi cette journée a été choisie. C'est d'ailleurs en 1977 qu'à l'ONU, on avait décidé de dédier cette journée à la femme. Mais au Congo, venons-en, au Congo, la journée de la femme est considérée comme une journée de fête et même mal comprise, on croit que c'est une journée des mères. J'ai vu même... Est-ce qu'on peut éteindre nos micros, s'il vous plaît? Il y a des échos qui dérangent. Ceux qui n'interviennent pas, qu'ils puissent éteindre leur micro. Merci. J'ai dû intervenir même sur Facebook pour corriger la conception qu'on s'est fait
qu'on s'est fait de la journée du 8 mars. Et il y a 2 semaines, j'ai publié un article sur Desk, notre think tank. J'ai publié un article pour justement fustiger la négligence de nos dirigeants sur la journée de la femme. Parce que au Congo, le 8 mars, on croit que c'est une journée pour acheter l'épargne et les femmes elles-mêmes exigent à leur mari ou souvent à leur concubin, malheureusement, excusez-moi de le dire, parce qu'il faut en parler, exigent à leur mari et à leur concubin de leur acheter des bijoux, des pagnes, et ça se limite là, quelques défilés, quelques discours, et c'est tout. Et les gouvernants utilisent les femmes pour leur ascension politique plutôt que pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Voilà où nous en sommes dans la plupart des pays africains et spécialement au Congo. On nous demande aussi quel pourrait être le rôle de l'école. Est-ce que l'école ne pourrait pas être un levier, justement? Est-ce que ça ne serait pas à cet endroit-là qu'on devrait aussi pouvoir parler d'éducation et des droits des femmes à l'école? Avant l'école, il y a d'abord la famille qui est la cellule de base. L'école n'est que le prolongement de la famille. Si déjà en famille, on n'a pas montré à la fille que par rapport à son frère, ils ont les mêmes droits, ça sera difficile que l'école fasse le travail. Puis l'école, c'est quoi? L'école est composée des enseignants qui sont hommes et femmes. Si eux-mêmes, dans leur famille, à partir de leur famille, ils regardent la femme comme n'étant pas un sujet de droit, comme un objet de droit plutôt qu'un sujet de droit, ça sera difficile que dans cette école, on éduque. Et il y a des dispositions du Code de la famille, notamment sur l'égalité, qu'on pouvait vulgariser à partir de l'école. Voilà ma contribution. Donc, on peut commencer à vulgariser le Code de la famille à partir de l'école, en apprenant aux élèves, garçons et filles, qu'ils ont les mêmes droits à l'éducation, qu'ils ont les mêmes droits à tout ce qui est prévu pour la croissance, pour l'épanouissement et pour le bien-être. Merci beaucoup. Je remets la parole à Délie parce que nous avons plusieurs thèmes très intéressants dans Moadi que nous voudrons explorer. On reviendra à vous, Monsieur Kongolo. Merci. Merci Mireille, merci Monsieur Jean Bosco. Là, moi, je suis vraiment très étonnée. Je peux vous avouer que je fais partie de ces gens-là qui ne savaient pas que la jeune fille, a le droit de contester sa dot. Ça, je ne le savais pas. C'est vraiment nouveau. Bon, on sait que quand on demande 50 chèvres, on demande tout ça. C'est une réalité qui c'est partout en Afrique, j'ai l'impression. C'est vraiment, elle n'est pas seulement limitée au Congo, c'est une réalité qu'on retrouve partout en Afrique, c'est la même pratique. Et toujours dans les livres, moi, parce que quand on l'a lu, pour ceux qui l'ont lu, vous remarquez comme nous qu'il y avait vraiment beaucoup de thèmes là-dedans. Et l'autre thème que moi j'ai retenu, avec le mariage précoce, parfois la jeune fille se marie à un vieil homme et quand la personne meurt, c'est les léviras qui s'en viennent. Alors, Madame Kongolo, pourquoi vous avez... Madame Kalambaye, Monsieur Jean Bosco Kongolo m'a tellement impressionné. Je commence à appeler Maman Vicky, Madame Kongolo. C'est Madame Vicky Kalambaye. Pourquoi avez-vous choisi le thème du Lévira dans le roman, dans le livre Moadi? Ouais. Bon, d'abord, je voulais dire à Monsieur Kongolo, le rassurer que pour notre dot aussi, pour notre fille, nous avons aussi discuté avec elle. Donc, elle savait plus ou moins ce qu'on allait demander. Et si on allait demander plus que ce qu'elle pensait, je pense qu'elle serait allée à la cour, Monsieur Kongolo. Hein? Vraiment. Ouais. Donc, pour la question de l'Émirat, c'est une question qu'on retrouve la plupart du temps dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos familles. Ce n'est pas la première fois quand je l'ai écrit que je parlais de ça.
Je parlais avec ma mère elle-même. Son père, qu'elle considérait comme son père, c'était en effet son oncle paternel. C'était le frère de son père, mais elle ne le savait pas parce qu'à la mort de son père, la grand-mère a été épousée par le frère de son mari. Et ainsi, ma mère, nous, on a su plus tard, j'avais déjà des enfants quand j'ai su que ses grands-parents et papa et grand-père n'étaient pas le vrai papa de ma mère. Et ça, moi, ça m'a choqué. Et d'abord, j'ai essayé de rechercher de failles pour voir comment on n'a pas su comprendre très vite que ce n'était pas son père et que c'était son oncle. Mais c'est pour te dire que la tradition, quand elle voulait cacher quelque chose, elle le faisait très bien parce que toute la famille était au courant, les grandes sœurs, les tantes, tout le monde était au courant, mais personne n'a dit un mot à ma mère. Donc, elle a vécu comme ça sans savoir qui était vraiment son père. Et moi, ça m'a toujours troublée. Je suis avec une amie aussi. Sa mère a connu la même chose, mais cette fois-ci, ce n'était pas le frère de son père, c'était le fils aîné de son père. Donc, en quelque sorte, son grand frère, demi-grand frère, et c'est celui-là qu'elle, toute petite, elle appelait grand frère, mais elle le voyait qu'après la mort de son père, le grand frère sortait dans la chambre de la maman et que toute petite, ça le troublait. Et quand elle continuait à appeler son papa, qui était devenu son papa adoptif ou quoi, quand elle continuait à l'appeler grand frère, les autres à l'école se moquaient d'elle. Ce n'est pas ton frère, c'est le mari de ta mère. Et elle en a souffert. Elle m'en a parlé et puis j'ai trouvé que c'était quand même un sujet qu'il fallait quand même aussi dénoncer ça de cette façon-là dans le livre. Ouais. Merci. Là, j'ai encore une autre question. Donc, il s'en vient, il y a le lévira et dans les léviras, je crois qu'il y a les viols qui s'installent parce que la fille ne donne pas son consentement. Là, je vais me tourner encore du côté juridique à M. Jean Bosco Kongolo. Qu'est-ce que vous en pensez, les léviras, les viols? Que nous dit la loi? Je reviens toujours au code de la famille. Le code de la famille, en fait, avant de le produire, je vous annonce d'abord que moi-même, j'ai participé à l'élaboration du code de la famille. D'abord en l'étudiant comme projet en dernière année de droit. Okay. Et en tant que stagiaire, aussitôt que terminé mes études théoriques, j'ai été affecté comme stagiaire au collège juridique du Parlement. À l'époque, on appelait Conseil législatif. Et c'était bien tombé, c'est au moment où on était en train d'examiner article par article le projet du Code de la famille. Et j'ai beaucoup contribué à l'amélioration ou à la confection de certains articles. Donc, je le maîtrise non seulement pour l'avoir étudié et avoir contribué à son élaboration, mais aussi pour l'avoir exécuté en tant que juge. Donc, le lévira n'existe pas dans le code de la famille congolais. C'est une pratique en marge ou en violation de la loi. C'est un viol larvé, le lévira. Donc, ça force une femme, ça viole le consentement d'une femme d'être libre, de choisir l'homme qu'elle veut ou qu'elle aime. On l'oblige de prendre dans la famille de son mari, de son défunt mari, un autre homme qui peut être même le fils plus âgé de son frère ou de son mari, etc. Donc, c'est une sorte de viol. Et puis, ça viole aussi le consentement. Je suis revenu sur
cette histoire de consentement comme condition de fond du mariage. Quand il n'y a pas de consentement, même pour une jeune fille qui n'est pas veuve, la sanction pour l'absence du consentement, c'est la nullité du mariage. Mais très peu de gens, parce qu'ils ignorent leurs droits, surtout les jeunes filles, elles ne peuvent pas aller contester le choix fait par les parents du mari de l'homme qui doit être son mari. Elles ne savent pas qu'elles peuvent aller contester cette violation du consentement pour en obtenir ce qu'on appelle la nullité du mariage. Donc, un mariage sans consentement, que ce soit pour le lévirat ou pour la jeune fille, c'est un mariage juridiquement nul, donc qui ne produit pas ses effets. Mais pour le faire, il faut connaître les droits. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mireille, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on retourne à Madame Vicky? C'est vraiment un partage. On aimerait que ça puisse être un échange. Une question, là, je vois, on nous dit que le lévirat était peut-être une façon à la fois d'aider la veuve à pourvoir aux besoins des orphelins et aussi de les garder dans la famille paternelle, vu que dans le temps, la femme ne pouvait pas se prendre en charge financièrement, pratique bien entendu à ne pas encourager de nos jours. Donc, c'est un commentaire qui nous vient. Donc, ce sont des commentaires, peut-être maintenant parler avec... Mais on nous demande aussi... OK, ça, ce sont des questions que nous prendrons un peu plus tard pour la suite, peut-être un peu plus tard pour les poser, parce qu'on reviendra sur le code de la famille. Oui. Alors, Madame Vicky, pensez-vous que la femme africaine, la congolaise en particulier, elle est assez outillée aujourd'hui sur ses droits sociaux et culturels? Est-ce que c'est ça la situation actuelle? On ne vous écoute pas. On ne vous entend pas. Donc, je disais que la femme africaine, essentiellement la congolaise, n'est pas assez outillée pour connaître ses droits sociaux et culturels, surtout dans l'arrière-pays. Les femmes sont victimes d'une insuffisance de formation. Les femmes sont victimes de guerre, de viols, et ça fait qu'elles n'ont pas le temps d'apprendre aussi leurs droits, de connaître leurs droits et de lutter contre ça. C'est comme M. Congolo vient de le dire avec la dot. Si nos enfants étaient conscients que s'ils savaient le droit, ou ce que la code familiale dit, ils allaient se lever et aller porter plainte. Mais quand on n'est pas au courant, on subit. Et puis après, il ne faut pas oublier que dans nos coutumes, on nous fait voir que les parents ou les tantes, les oncles peuvent te lancer une malédiction si tu n'acceptes pas de te marier jeune ou de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est quand même, on se retrouve dans un bras de fer, mais contre qui, avec qui, on ne sait pas. On ne peut pas le faire, on ne peut pas agir et on ne peut pas non plus se défaire de ça. Donc, la fille, elle est plutôt obligée de faire ce qu'on lui demande. Alors, quand on n'a pas une formation, pour les jeunes filles, c'est difficile de s'intégrer dans la vie active. Donc, la femme n'a pas une bonne instruction. La femme, elle est là juste pour de petits travaux, de commerce, de baigner dans le quartier, de bijoux, de petites choses comme ça. Jamais elle aura accès à des postes de responsabilité et jamais elle aura la parole même au niveau de la famille, entre le couple, pour se défendre parce qu'elle ne connaît pas ses droits. Donc, je ne pense pas que la femme est assez outillée pour se défendre et pour défendre ses droits.
pense pas. Merci beaucoup. Donc, il y a un grand travail à faire, c'est la vulgarisation de droits. La femme doit connaître ses lois. Et si je retourne encore dans le livre dans Moadi, elle a souffert, c'est vrai, elle est passée par plusieurs épreuves, mais à la fin, elle sait quand même, elle s'en est sortie. Pensez-vous que c'est une forme de résilience que nous retrouvons dans les caractères de Moadi? Ah, j'aurais souhaité que toutes les filles soient comme elle et qu'elles ne soient pas résignantes et ne soient pas là à se plaindre sans rien faire. Bien sûr, Moadi elle n'est pas allée d'elle-même en avant, elle a eu des supports, en commençant par l'homme qu'il a pris comme mari et comme femme. Et bien que c'était difficile avant que l'homme l'accepte, ceux qui l'ont lu ont eu à comprendre que Moadi, sa vie n'était pas aussi rose comme la fin le fait savoir. Mais elle a eu un bon entourage. Elle a eu ses belles-sœurs. Habituellement, nos belles-sœurs, c'est la guerre, c'est la chicane, c'est tout ça. Mais elle, d'emblée, elle a eu la chance d'avoir des belles-sœurs qui voulaient réellement la femme à leur frère. Alors, ils l'ont appuyée et l'homme aussi a joué un grand rôle. Et c'est ce que je pourrais demander à nos enfants hommes, d'agir de la sorte. Quand vous avez une de vos compagnes, prenez-la comme un partenaire, une partenaire, hein, une associée, et pas juste une femme pour te faire à manger, pour te préparer la maison, tout ça. Il faut aussi penser à l'épanouissement de cette femme-là. C'est ce que le mari de Moadi a essayé de faire. Pourtant, leur niveau d'études était très, très grande. Hein? Le mari avait terminé l'université, la fille, à peine, elle n'avait pas terminé l'école primaire, mais elle est quand même arrivée à s'en sortir grâce à son entourage, grâce à son mari, qui a tout fait pour qu'elle regagne la confiance et qu'elle s'en sorte de cette façon-là. Et d'elle-même aussi, on peut dire qu'elle était d'une fille courageuse. Au moins, pour une fois, elle a montré aux femmes qu'il ne faut pas se décourager. Quand on se retrouve enceinte, il ne faut pas se décourager. La vie est encore devant nous. Quand j'écrivais Moadi, j'avais perdu une cousine, jeune cousine. Elle était enceinte, elle avait 18 ans, elle devait préparer son bac. Elle est tombée enceinte. Elle n'a pas voulu dire à la maison, même sa mère n'a rien soupçonné. Elle est allée avorter clandestinement et malheureusement, ça a mal tourné. Elle est décédée. Donc, une perte au niveau de la famille et d'elle-même. Elle est partie comme ça, si jeune, et n'a pas profité de tout cela. Elle n'a pas profité de tout cela. Ma mère, quand avant d'écrire son livre, quand j'ai pensé à écrire le livre de Moadi, ma mère était avec moi quand j'ai vécu ce drame-là aux Comores. L'administratrice de mon mari cherchait un enfant adopté et on lui a amené. Une femme est arrivée avec sa fille, avec le bébé. Et le bébé avait, la petite jeune femme avait l'âge de ma fille à ce moment-là, à peine 14 ans, elle avait 13 ans et quelques mois. Et ma mère, elle-même, elle m'a eu à peine 14 ans. Donc, j'ai eu deux situations à vivre sur le moment. Ma mère, elle m'a eu à moins de 14 ans et à ce moment-là, ma fille avait 14 ans, pas encore 14 ans complètement, 13 mois aussi et demi. Et la fille qui vendait son enfant ou à qui on a arraché l'enfant avait le même âge. Alors, j'ai dit à ma mère, voilà, c'est à cet âge que tu m'as mis au monde. Ma mère a commencé par dire, ah non, c'est pas ça, ta fille est trop jeune. Moi, j'ai dit, non, vous avez le même âge quand tu m'as eu. Ma mère n'y croyait pas. Elle a dit, non, moi, j'étais plus grande.
Non, non, tu n'étais pas plus grande. C'est dans la tête qu'on t'a mise que tu étais assez grande pour aller au mariage et tu as accepté cela. Mais ma fille, et puis tout d'un coup, elle a dit à ma fille, et voilà, toi là, qu'est-ce que tu fais là? Il est temps que tu ailles te marier. Bon, c'était pour blaguer, mais ma fille a répliqué, non, je ne peux pas. Pourquoi on t'a fait ça? Je ne peux pas. Donc, ma fille, elle a évolué dans une autre situation où elle connaissait ses droits qu'à cet âge-là, elle ne pouvait pas aller au mariage. C'est que ma mère n'a pas connu. Ok, merci. Donc, vers cette route de l'autonomie, il faut avoir un bon réseau. Il faut être bien entouré. Oui. Oui, c'est vraiment les réseautages parce que si vous n'êtes pas bien entouré, vous n'allez pas vous en sortir pendant des situations difficiles. Donc, là, vous nous dites que l'homme, sa place à côté de Mwadi, il était un allié? C'est ça la lecture que vous nous faites? Il était allié de Mwadi? Oui, Oui, un allié, un allié. partenaire. Un partenaire, oui. Donc, il faudrait vraiment de l'aide, il faudrait s'informer, il faudrait être entouré de bonnes personnes pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Exact. Et Mireille, est-ce qu'on a encore des questions? Dans le chat, il y a des choses très, très intéressantes et tout ça. Donc, Nicole nous faisait remarquer que c'est quand même un peu difficile dans la situation des jeunes femmes africaines, généralement africaines, mais on s'entend que ça peut être de par le monde aussi. Est-ce que la connaissance de droit est suffisante pour contester un mariage non consenti? On se rend compte que plusieurs femmes connaissent plus ou moins leurs droits. Elles savent qu'elles ne peuvent pas aller se marier à 15, 16 et même un peu plus tard avec la personne qui n'est pas de leur choix. Mais est-ce que c'est suffisant de le savoir? Et elle dit en plus qu'une jeune femme africaine a quel poids, quelle force a-t-elle pour contester la décision de ses parents? C'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Donc, voilà ce qu'elle nous demande. Même en connaissant les droits, elle aura trop peur de créer des conflits dans la famille en contestant la décision des parents. Ça, on l'a vu aussi dans Mwadi, Maman Vicky, qu'il y avait beaucoup de choses autour. Il y avait des choses qu'on n'a pas dit. Déjà, la maman de Mwadi, elle a dû cacher des informations pour ne pas, pour qu'il y ait pas, pour ne pas, comment dirais-je, nuire à la réputation de la famille. Le papa, il n'était même pas informé. Donc, c'est ça, éviter les conflits, parce qu'on sait très, très bien aussi ce qui aurait pu se passer. Dans ces temps-là, on aurait dit et à la maman et à l'enfant, la petite enceinte, allez, et la maman s'en va aussi. Donc, éviter toutes sortes de conflits dans la famille en contestant les décisions des parents. En plus, si elle n'a aucune autonomie financière, elle n'a ni de la voix, ni de force pour contester quoi que ce soit. Donc, c'est bien beau, c'est bien de connaître ses droits, mais dans nos sociétés, non seulement traditionnelles, mais encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ça, c'était un commentaire de Nicole dans le chat. Et Joël qui renchérit, qui dit, est-ce qu'on peut dire que l'estime de soi, l'image de soi de ces femmes est gravement affectée? Maman Vicky, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qui, à part la famille, peut intervenir? Parce que si la famille, on aimerait la conserver, si on ne veut pas nuire, la famille est un peu complice aussi de cette situation. Qui, à part la famille, quand on sait très bien qu'on ne va pas aller voir monsieur le juge comme monsieur Congolo, on ne va pas nécessairement y aller. Quelles sont les aides que nous pouvons avoir dans nos milieux traditionnels? Quelles sont les aides que nous pouvons avoir? Ou bien nous sommes livrés à nous-mêmes? Et même dans nos milieux comme ici, Gatineau, Ontario, là, c'est pas, on a toujours cette culture avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les questions qui sont dans les chats pour l'instant, donc je vous laisse la parole. Est-ce que je peux intervenir à ce sujet? Oui, s'il vous plaît. Il y a plusieurs canaux qu'on peut utiliser pour vulgariser le code de la famille ou pour transmettre l'information. Actuellement, il y a foisonnement des églises. Bon, moi, je ne veux pas parler des églises plurielles, mais je parle de l'église tout court. L'église peut être un canal par excellence pour faire passer l'information et aux parents et aux jeunes. Malheureusement, on observe que dans certaines églises, on
on instrumentalise la femme et on l'abrutit en ne lui apprenant pas ce qu'elle doit faire. Dans mon article dont j'ai parlé, publié il y a 2 semaines, j'ai fait référence, je ne sais pas si les concernés pourront le lire parce qu'ils sont au Congo. J'avais assisté à un mariage dont l'homme était un ingénieur civil et la femme une économiste, tous deux de l'UNIKIN. Et le pasteur, dans sa prédication, lorsqu'il donnait des conseils à la femme, il insistait, je ne veux pas dire de quelle confession religieuse il s'agit, mais le pasteur disait à la femme publiquement que le rôle de la femme, c'est de rester à la cuisine. La femme ne doit pas se trouver au salon avec son mari ou à la même table. La femme doit rester à la cuisine. Et il s'adressait à une femme instruite, universitaire, économiste. Donc, voyez un peu ce rôle-là, alors que les églises ou l'église tout court devrait être le berceau de l'information pour les jeunes, pour l'encadrement. Donc, pour moi, je considère qu'à part les parents, à part les familles, il y a l'Église. Bon, en Afrique et au Congo en général, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il ne prie pas. Chacun est quelque part dans une église où il dit qu'il prie, mais il ne faut pas que ça se limite à aller demander à Dieu des bénédictions pour le bien-être, mais il faut que l'Église serve aussi de terrain ou de terreau pour l'éducation, la transmission des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la réduction, donc l'égalité entre l'homme et la femme. Donc l'Église peut jouer ce rôle-là. Voilà ce que j'ai dit. Oui, Mireille, est-ce qu'il y a une autre question que vous avez posée à maman Vicky? Ben, c'était juste un peu, c'est par rapport au livre. Moi, je rentre vraiment toujours dans le livre là et tout. Donc, de nous expliquer un peu, c'est toujours le rôle de la femme et toute la façon dont la femme est vue, comment est-ce que la complicité qu'il y avait entre la mère, entre moi et sa mère, mais quelque part aussi, la maman ne l'a pas écoutée. Elle n'a pas voulu l'écouter quand elle est venue se confier à elle. Et c'est justement ce dont on parlait tantôt, que c'est parfois difficile. Il y a d'autres choses qui ont peut-être plus de valeur, entre guillemets, par rapport que vraiment juste écouter son enfant et essayer d'aller l'aider parce qu'elle était venue chercher de l'aide. Mais là, la maman, elle a mis les honneurs avant, la peur aussi, la peur de ce qui pouvait arriver. Donc, les conflits qu'il pouvait y avoir, non seulement avec son conjoint, mais aussi les conflits avec la société, donc la façon dont il serait vu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais renchérir par rapport aux commentaires qui avaient été mis plus tôt. Alors, je voulais voir, maman Vicky, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela? Bon, je ne sais pas exactement comment ça se passe au village avec le poids de tradition. Je crois que ça doit être un peu difficile. Mais dans les villes, par exemple, comme M. Congolo vient de le dire, pour les églises peuvent aussi jouer un rôle, évidemment, si ils ne sont pas là seulement pour prendre les dîmes des gens. Je crois qu'ils doivent faire leur devoir jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi des associations de femmes. Il y en a beaucoup au Congo aussi, même si on ne le connaît pas ou on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des associations qui s'occupent aussi des affaires de femmes. Et ça permettra aux jeunes femmes d'aller voir ces associations pour les aider aussi à prendre leurs décisions. Moi, j'avais une belle-sœur. Ils avaient des problèmes avec son mari depuis, ça faisait déjà 5 ans. Finalement, moi, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, mais pourquoi ça traîne? Si vous ne voulez plus rester ensemble, alors il faut vous séparer, parce que le garçon et le mari étaient déjà, habitaient déjà ailleurs au lieu d'être en famille, et la fille est restée péniblement à élever ses enfants.
Et puis après, moi, je lui ai dit, non, il faut aller voir les associations. Il y a des associations de juristes ou de femmes qui s'occupent de problèmes de divorce et aident les femmes, même gratuitement. Mais il faut le connaître. Et puis, en parlant avec une autre belle-sœur qui était aussi, qui est priée dans la même église que celle-là, ils ont trouvé une femme qui était dans cette association de femmes juristes ou des avocats, je veux dire, et qui a pris son affaire en main, et ça marchait. Elle est revenue dans ses droits et finalement, le garçon, parce qu'il a vu qu'on l'avait parlé de l'argent qu'il devait donner chaque mois à sa femme, de chercher une grande maison pour sa femme, pour les enfants, tout ça, toutes ces conditions qu'on lui a demandé de faire, même s'il est à distance en attendant qu'on proclame le divorce. Et il a trouvé que c'était trop dur pour lui. Et ça l'a fait raisonner finalement. Il est retourné, ils ont trouvé notre maison et aujourd'hui encore, ils vivent ensemble. Je crois que c'est toujours l'ignorance qui fait que les jeunes filles, et quand elles ont des problèmes, elles ne savent pas chez qui se vouer. C'est ça le problème. Oui, Mireille, je vais continuer un tout petit peu et puis je vais te retourner pour les questions. Madame Vicky, on parle de l'éducation de la jeune fille. Quand on éduque la jeune fille, on dit que il y a dans les coutumes, on dit que la jeune fille éduquée, elle devient impolie et elle ne respecte plus les mariages. Comment peut-on faire pour associer les deux, l'éducation de la jeune fille et rester dans la coutume, dans les mariages? C'est comment associer les deux? Faut-il arrêter l'éducation? Je ne sais pas, je vous laisse la parole. Comment associer les deux? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'éducation de la jeune fille. Non, laisser l'éducation, c'est la pire des erreurs. Il faut continuer, il faut étudier, il faut que nos filles aillent de l'avant. Il ne faut pas, à cause de ça, qu'elles baissent le bras, parce que souvent, c'est parfois par simple jalousie. Hein. Moi, je connais une femme, et elle est médecin. Son mari était médecin aussi, mais elle a eu des problèmes sérieux avec sa famille, sa belle famille, disons. Ses belles-sœurs lui faisaient la guerre. La belle-mère lui rappelait chaque fois que sa place est à la cuisine. Et quand le mari venait arriver à la maison avant la femme, la belle-mère ne voulait pas que personne d'autre le serve plutôt. Il disait, non, non, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de sa femme. Quand elle va rentrer, elle va le faire. Son travail, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent dehors. Son travail, c'est de rester à la maison. Ses belles-sœurs, évidemment, elles n'ont pas beaucoup étudié, mais elles mettaient la chaleur à la maison. Elles ne pouvaient pas supporter ça. Ça fait vraiment de problèmes. Mais quand ils ont déménagé, elle a pris une de belles-sœurs, mais à la fin, la belle-sœur, elle est rentrée parce que la belle-mère a continué à dire non, 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 non. Tu rentres parce que quand tu es là, tu deviens comme son domestique et puis elle veut faire la madame. Parce que quand on dit la madame, c'est-à-dire, on compare la madame, on croit que la femme blanche, elle ne fait rien, elle est là et on lui sert. Donc, c'était ça jusqu'à ce que son mari est décédé. Eh bien, elle a eu des problèmes sérieux avec la belle famille qui lui ont tout pris et puis on lui a laissé tous les enfants. C'est elle-même qui a pris soin de ses enfants, les éduquer et les élever toute seule. Donc, je ne pense pas qu'il faut baisser le bras parce que ça ne servira à rien. On reviendra en arrière pour rien. Quand on a l'occasion, parce que toutes les filles n'ont pas l'occasion, si on a cette opportunité, tu as cette occasion d'étudier, il faut aller de l'avant, il faut étudier. Merci. Nous tendons lentement vers la fin. Mireille, il y a encore des questions pour l'instant? Je voulais placer quelque chose sur cette question qui est importante. Concilier l'éducation et... Bon, je crois que tout cela provient de la conception qu'on s'est fait de la femme instruite. Comme c'est encore rare de trouver des femmes suffisamment instruites, on considère la femme
Donc, il y a déjà cette rivalité entre les belles-sœurs qui, elles, n'ont pas étudié avec la femme de leur frère qui a étudié. On la trouve déjà inaccessible pour demander certaines choses. Et à cause de cela, on crée des conflits. Oh non, elle est impolie. Bon, elle-même aussi, du fait qu'elle est parmi les rares qui ont étudié, elle croit que ses belles-sœurs qui ne sont pas instruites ne valent rien. Donc, voilà cette combinaison-là de facteurs qui proviennent toujours du manque d'élargissement de la scolarisation pour les femmes, fait que au sommet ou au finish, il y a toujours cette rivalité entre les belles-sœurs, les frères du mari avec l'épouse de leur frère, qu'on considère à tort le plus souvent comme étant impolie, hautaine, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites, Monsieur Congolo. Heureusement que dans le livre, les belles-sœurs de Moadi étaient vraiment, l'avaient prise comme une femme et comme une petite sœur et l'ont vraiment amenée à un épanouissement, était d'un grand secours et d'un grand soutien. Donc, il y a encore des belles-sœurs comme ça aussi et ça fait vraiment plaisir. Dans le chat, nous avons quelques commentaires, questions. On revenait encore par rapport au code de la famille, au fait qu'on disait tantôt que la dot faisait un peu en sorte que la femme était considérée un peu comme une valeur marchande, comme une marchandise. Et on se demandait, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement l'abolir? Est-ce que ça sert vraiment? Pourquoi ne pas l'abolir, la dot en Afrique? Selon vous, est-ce qu'on devrait continuer avec cette pratique? Maman, Monsieur Congolo, oui. Bon, je crois que bon, moi, j'ai eu à faire ce débat-là avec mes filles, par exemple, et avec les amis de mes filles qui me considèrent aussi comme leur papa. Il y a eu un grand débat tout récemment auquel j'avais participé et où cette question avait été débattue. Souvent, lorsqu'on pose cette question, c'est ici en Occident où nos filles essayent d'imiter ce qui s'est fait dans le monde occidental. Nous ne pouvons pas abolir nos cultures. Nos cultures sont aussi importantes. La dot, pour moi, ça c'est mon point de vue, la dot est toujours importante, mais seulement il faut la ramener à sa juste valeur de symbole. Parce que la dot, je suis certain que vous qui animez cette émission, les membres du groupe, je crois que vous êtes des mamans au foyer, vous avez été dotés et vous voyez ce que ça produit comme effet lorsque les deux familles se rencontrent. Ce ciment-là, c'est très important plutôt que ce que nous voyons ici, comme on dit en lingala, yatofanda. Donc, l'homme et le garçon et la fille se rencontrent et le mariage a commencé. Il y a souvent la dot, elle sert comme en cas de conflit, elle donne d'abord la valeur à la femme. C'est dans notre culture, nous ne pouvons pas abolir ça. Une femme qui n'a pas été dotée, c'est comme on l'assimile à une prostituée, dans notre culture bien sûr, on l'assimile à une prostituée qui peut changer d'homme à son gré. Alors qu'une femme mariée, selon la dot, puisque d'ailleurs je reviens encore au code de la famille, un mariage sans dot est un mariage nul. C'est parmi les conditions de fond aussi. Parce que les concepteurs du code de la famille, après avoir fait le tour de toutes nos cultures, de toutes nos provinces, ont considéré que la dot avait sa valeur. Donc, on ne peut pas l'abolir. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Donc, Maman Vicky, il y a une question pour vous. Alors, que souhaitez-vous comme solution pour faire respecter les droits humains, socioculturels des femmes congolaises ou africaines? Je sais que vous avez déjà beaucoup abordé là-dessus. Peut-être en 2 mots, peut-être un petit résumé pour la personne qui a posé la question.
Ah, je n'ai pas bien suivi la question, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce que je suis en train de scroll down. Excusez-moi là. Que souhaitez-vous comme solution pour faire respecter? On sait que ce n'est pas vulgarisé, on en a beaucoup parlé, mais ce que nous savons, comment est-ce qu'on peut respecter les droits humains, sociaux et culturels des femmes congolaises? Comment est-ce qu'on peut emmener ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse les respecter? C'est ça. Ou africaines, bien entendu. Bon, je pense que ce que M. Congolo a dit, que nos filles, une fois en Occident, essaient un peu d'imiter ce qui se passe avec les autres filles d'ailleurs. Bon, ça veut dire que nous avons, nous les parents, beaucoup de travail aussi à faire. Nous devons continuer à parler à nos filles. Éternellement, il ne faut pas cesser cette relation fille-mère d'intimité, de partage. Il faut avoir cette habitude dès le bas âge. Alors, comme ça, la fille aura plus confiance en sa mère et petit à petit, ils vont construire leur relation d'amitié. Et c'est la seule façon, moi, je pense, parce que si on n'arrive pas à aborder des petites histoires en famille, je ne vois pas comment, quand elle va aller dehors, quand elle va rentrer, comment elle va te les expliquer. Si tu n'as jamais parlé avec elle, si tu n'as jamais partagé, c'est par des exemples, des anecdotes que tu vas apprendre à lui montrer le bien et le mal. Elle aussi, quand elle revient, elle te raconte et c'est par ces échanges que tu vas voir comment elle grandit au jour le jour et qu'elle te fait confiance. Moi, je crois que c'est ça ce qu'il faut. Créer, construire ce lien-là et que entre filles, qu'il n'y ait pas de tabou. Et on peut parler des choses très sérieuses à une fille de 10 ans, de 15 ans, en choisissant des mots qu'il faut pour son âge, pour qu'elle comprenne et qu'on ne puisse pas casser ce lien-là et que pour que quand vous êtes à la maison, elle est avec toi à la maison, c'est pas parce que... et non, quand elle est à la maison, elle est en même temps dehors et elle t'oublie. Il faut créer cette... Le travail, je sais que beaucoup de gens vont dire qu'on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de parler avec nos enfants, le travail nous prend tout notre temps. C'est bien, mais au finish, quand on paye le pot cassé, que ça devient difficile à réparer. Il faut faire cet effort-là d'échanger, de parler. Et avec l'habitude, je crois que l'enfant, il y a beaucoup de choses qu'il va commencer à confier à sa mère. Parce que c'est la mère qui est la première personne avec qui l'enfant peut avoir confiance. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Mwadi, au fait, c'est vrai qu'elle est africaine, elle est congolaise, elle a vécu dans un certain temps, dans les années 60, si je me rappelle bien. Mais là, on nous demande par Madame Philomène, comment on peut transposer l'histoire de Mwadi ici au Canada? Parce que cette histoire-là, c'est une histoire d'une femme, pas seulement une femme africaine, pas seulement une femme congolaise, c'est l'histoire de toutes ces femmes qui ont subi des violences. Comment est-ce que vous pouvez transporter ça ici au Canada et surtout avec notre bagage culturel? Je ne sais pas si, Madame Philomène, c'est vraiment ça le sens de votre question, mais je vais laisser Maman Vicky y répondre. Bon, je n'ai pas une réponse tout de suite là, bien faite, mais peut-être ce que je peux lire, c'est qu'un auteur qui a lu mon livre, qui est québécois, un homme, ce qu'il m'a répondu, peut-être elle trouvera une partie ou la totalité de sa réponse, de la réponse là-dedans. Je vais essayer. Je peux aller? C'est un commentaire de Monsieur Benoît Casabon, un grand ami à nous et un Québécois. Un auteur aussi, il a écrit plusieurs ouvrages.
Voilà ce qu'il me dit. Je terminais hier soir la lecture de ton beau livre. C'est avec une certaine nostalgie que je l'ai quitté. Un bon livre m'habite totalement durant la lecture et par après, et c'est le cas du tien. Tous les personnages, selon son degré d'importance dans l'histoire, sont véridiques. Ils deviennent très présents dans notre imaginaire. Moadi, Paul, les deux sœurs, la mère de Moadi, le père, la mère de Paul. Comme cela, de mémoire, me font très réels. L'histoire est universelle. La maltraitance des femmes, le patriarcat, la notion de pouvoir. Si tu es mon égal, je ne suis plus rien. Mais il y a ici un traitement de sujet très singulier qui t'appartient en propre et peut-être à ton monde africain. Il soulève pour moi des questions, c'est formidable. Il y a peut-être aussi dans ce que je dis l'angle mort de mes propres préjugés ou inconscience. Cela se passerait-il de la même façon en Occident? Surtout, j'aime ta façon littéraire d'avancer en utilisant les rêves, la prémonition, les lignes de la main. Puis, tu y reviens avec tellement de justesse quelques 10, 20, 30 pages plus loin. Bon suspense et surtout, cela crée un espace pour soulever un défi, une intrigue, un développement psychologique ou sociologique. Brio. Miadi, qui veut dire pleure. J'avais lu d'abord peur, parce que Moadi est effarouchée. C'est une fille hantée, mais la lumière en elle la transforme en une belle personne. Elle porte donc bien cette doublure de l'ombre et de la lumière dont je parlais. Tout ce qui promet la lumière sans reconnaître l'ombre ne raconte pas la totalité de l'histoire. Ça, c'est Ingrid Mathieu qui a dit ça. En revanche, l'oncle termine dans l'ombre totale, la folie. La notion morale de justice de Dieu joue à plein ici, la rétribution. Il y a tellement à dire à ce sujet. Il y a un véritable et long climat avant que le tout se joue. Elle émancipée et retrouvant sa fille, lui damné. Le renversement a pris du temps. C'est réussi à plusieurs points de vue. La punition n'est pas immédiate, la récompense non plus. Elle perd son mari tout de même. Le livre entretient bien cette tension vitale. Il n'y a pas de promesse assurée, tout se joue en son temps. Voilà ce matin quelques impressions que j'ai eues. Je crois sincèrement que ce livre devait apparaître au programme d'études début cégep, fin secondaire. D'abord pour sa qualité littéraire, mais aussi pour développer une discussion sur la psychologie des personnages. La crainte que vit Moadi m'a habité tout le long. À un point où tu demandes presque grâce. Non, c'est trop dur. Et sur la sociologie sous-jacente à ces modes de vie, celle de village, celle de l'éducation, les fossés entre les deux, un livre d'espoir, un livre sur le besoin de connaître nos origines. Voilà ce qu'il m'a dit. Bon, maintenant, avec la mondialisation, le monde est tellement ouvert, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de voir tout ce qui se passe chez les uns et les autres. L'éducation devient un peu plus difficile parce qu'on ne se retrouve pas dans un espace fermé, on est ouvert, les enfants sont connectés avec le monde plus qu'avec les parents. Ça devient difficile. Transporter ces traditions ici au Canada, c'est possible. Il faut seulement savoir comment gérer les deux mondes. En effet. En tout cas, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Il nous reste normalement pratiquement 3 minutes, mais je sais bien que Maman Vicky, vous voudriez quand même savoir
parmi les personnes qui ont eu l'occasion de lire le livre, qu'est-ce qu'elles en ont pensé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient, une ou deux personnes qui peuvent commenter, qui peuvent prendre la parole, parce que nous avons l'auteur du livre avec nous. Ça lui ferait quand même plaisir de savoir quels sont vos commentaires par rapport à ce livre-là. Nous excusons déjà pour le temps parce que ça veut dire que nous allons déborder un tout petit peu, mais je pense que quand on a un auteur avec nous, c'est toujours très bon de ça, qu'elle entende elle-même ce que le livre a pu susciter chez les personnes. Elle nous a lu ce qu'a dit monsieur, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais… Benoît Casabon. Il est présent avec nous. Ah, bonjour monsieur Benoît Casabon. Oui, bonsoir, merci. Merci Vicky de me rappeler. Merci de me rappeler ces belles paroles que tu m'as inspirées parce que dans le fond, c'est vrai, venant d'un tout petit village, je reconnaissais tellement de choses semblables. Et pour la preuve, est-ce que ça se transpose? Mais elle est là ce soir, vous êtes là. Vous l'avez fait, la transposition. Bonne. Merci Benoît. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui voudrait prendre la parole? Une personne de la communauté Lissal ici peut-être. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ce livre. C'est vous qui avez demandé qu'on puisse inviter Maman Vicky. Alors, je ne sais pas s'il y a l'une d'entre vous qui voudrait, ou bien l'un d'entre les personnes qui sont là, qui l'ont lu, qui aimerait mettre un commentaire. Oui. Apparemment, non. Je pense que les questions ont été posées. Alors, merci. Moi, je vais donner la parole à Anifa, qui va peut-être conclure. Merci Mireille, mais avant de conclure, je viens de voir une main levée de OK. Anne. Donc, je vais lui donner la parole et puis après, on pourra conclure. Oui, Anne, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, mon nom, c'est Anne. Donc, j'ai eu l'occasion de voir Madame Vicky il y a comme deux ans au Salon du Livre qui avait eu lieu à la ville de Gatineau. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire ces livres. En tout cas, quand Mireille avait mis l'annonce sur le groupe quelque part, j'ai saisi l'occasion. J'ai commandé le livre et vraiment, le livre m'a transportée. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de… Ça vient nous chercher, ça vient nous interroger. Et comme je l'ai lu comme 2 jours non-stop, je ne pouvais plus arrêter. Et puis, ça finit avec une frustration. J'avais envie que ça continue encore. C'est vraiment un très bon livre que je recommande. Et ça a beaucoup d'enseignements, ça nous remet dans le contexte de nos mères d'abord, et puis de nous en tant que mère aussi, et puis qu'est-ce qu'on va transporter, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants, en particulier aussi nos filles. Et puis aussi, mon questionnement, c'est le rôle de l'homme dans tout ça, que ça soit, vous avez parlé de dot, mais le jeune époux, c'est quoi son rôle dans cette tradition? Les papas, les pères, c'est quoi le rôle de l'homme dans cette tradition? C'est quelque chose que je pense qu'on devrait se poser aussi, parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Et puis moi, j'avais un passage qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir, qui se trouve à la page 173. Je vais rapidement lire, ce n'est pas très long. Donc, c'est dit, la vie est une succession de rencontres non fortuites. Chaque être que l'on croise sur son chemin a une mission. Nous avons tous un destin. Des circonstances se manifestent parfois pour illuminer notre route et donner un sens aux événements à venir. Dieu nous donne une infinité de signaux pour attirer notre attention, mais il n'est pas toujours évident de saisir le message. Donc, c'est comme rester vraiment aux aguets. On peut aider les uns les autres, rester à l'écoute. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce sujet, mais je vous remercie, madame. Continuez comme ça. Et puis, je remercie aussi les organisatrices. Merci pour cette belle conférence. Merci beaucoup, Anne. C'est gentil. Nous avons aussi Joël. Oui, bonsoir. Félicitations, Madame Vicky, pour cette grande conférence, cette belle conférence d'ailleurs. Je vais m'enquérir pour avoir le livre parce que là, je suis très, très intéressée à le lire. En parallèle à cela, je voulais
je voulais juste souligner le commentaire de Monsieur Congolo. J'ai trouvé très enrichissant dans le sens que ben, je m'identifie un peu. Je suis, née au Québec de parents haïtiens. Les deux parents sont haïtiens. Alors, c'est juste pour vous me situer un tout petit peu. Alors, j'ai trouvé intéressant ce que vous avez répondu tantôt par rapport à la dot. Ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a appris que c'est important d'avoir sa culture et que, comme dans n'importe quelle culture, il y a des éléments à modifier. Mais comme vous avez dit, j'ai trouvé intéressant lorsque vous avez dit on ne peut pas éliminer la dot. C'est comme si on éliminait un aspect de la culture qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris aussi qu'au départ, le mot la dot, c'était pas pour faire un mal, c'est juste qu'il a mal été interprété par la suite. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. Puis aussi, je voulais conclure en disant, est-ce que c'est possible d'avoir, je ne sais pas, sur Internet ou peu importe, un peu parce que tantôt vous avez dit, lorsque vous, avec votre fille, puis d'autres jeunes qui vous considèrent comme leur père, vous aviez écrit des textes ou des trucs comme ça, puis ça a éveillé ma curiosité. Est-ce que c'est possible sur Internet d'aller fouiller puis de vous trouver? Oui, c'est possible en consultant deskwondo.org. Ah, là, vous êtes trop vite, là. Oh, attendez, la dot est équivalent à l'excision. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien fait de m'identifier parce que ça, je ne savais pas. Alors, merci, Kimia, de m'en informer. Merci beaucoup. OK. Alors, répétez-moi ça, Monsieur Congolo. D-E-S-C. Je l'ai. Ça se lit desk. Ouais. Wondo, donc W-O-N-D-O. À vrai dire, c'est bon. Lily l'a mis sur. Merci beaucoup. Ah, OK. Elle l'a mis, oui. Là, vous trouverez d'ailleurs un article très intéressant sur les droits de la femme que j'ai publié il y a moins de 2 semaines. Okay. Il est encore affiché sur le site que je viens de donner là. Merci. C'est dans les chats. Merci. Okay. Et merci encore, Madame Vicky, pour tous ces éclaircissements. C'est vraiment très intéressant. Infiniment merci. Merci aussi à vous, les présentatrices. Excellent travail. Merci. Merci à vous toutes. Ça a été une bonne émission. Et pour moi, ce que je vous demanderais, c'est de continuer de faire des émissions pareilles pour que les uns et les autres, les enfants, les adultes, on puisse échanger nos connaissances et nos expériences. Maman Vicky, moi j'aimerais bien qu'on arrête et tout, et l'audience aussi, mais là je vois 2 autres mains là. Est-ce qu'on peut vraiment les prendre? Excusez-nous. Ce sont vos fans, Maman Vicky, les gens qui ont des choses à dire. Alors, on donne la parole à Aurélie. Aurélie, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et ensuite, ça sera Madeleine et je pense qu'après, on va clôturer. Je remettrai la parole à Anifa. Je ne dis plus rien. Zip. Oui. Merci, Mireille. Alors, Aurélie, c'est à toi. Merci de m'avoir accordé. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, merci de m'avoir accordé la parole, même si je sais qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Madame Vicky, je voulais vous féliciter pour ce livre très, très riche, dont la lecture était vraiment, vraiment facile. Et il y a un point que l'on n'a pas abordé, et c'est le point qui m'a le plus touchée, en fait, le plus parlé dans votre livre. Et c'est en fait, j'ai envie de dire, le secret de famille, en fait. Le fait que moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus touchée dans ce livre. Le fait que Moadi se soit faite violer, que le viol, que sa mère soit au courant, mais que les deux ne puissent pas en parler parce qu'elles avaient peur des conséquences, alors qu'à la base, ce sont 2 victimes. C'est quelque chose que je n'arrive pas à digérer, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui en société, dans nos sociétés, dans notre culture. Et
je ne sais pas en fait ce qui peut être fait pour changer cette façon de voir les choses en fait. Que les victimes restent à leur place de victimes et que les coupables soient vraiment punis en fait pour qu'il y ait des conséquences à leurs actes. C'est de tous les livres, c'est ça qui m'a le plus fait mal, d'être victime mais de ne pas avoir ce statut-là. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce livre. Ok. Merci, Aurélie. Madeleine, oh, j'avais dit que je ne parlais plus là. Allô, Madeleine? Son micro est fermé, j'ai l'impression. Voilà. Non, je voulais juste réagir par rapport au commentaire de Kimia qui dit que la dot est équivalent à l'excision. Je ne suis pas tellement d'accord, hein. Ça fait partie de notre culture. C'est comme, par exemple, en sciences, on donne une bague à sa fiancée. Ça fait partie de la culture occidentale que nous avons aussi imitée. Donc, je trouve que comparer la dot à l'excision, je ne suis pas tellement d'accord. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Et je reprendrai M. Jean Bosco Congolo qui a dit que la dot doit être replacée à sa juste valeur de symbole. C'est un symbole. Alors, la comparer à l'excision, je ne sais pas. Voilà, c'était juste le commentaire que je voulais ajouter. Merci, Madeleine. Merci, Vicky. Je vous signale que Vicky, on a commencé l'école primaire ensemble, hein, la première année primaire. Donc, c'est une amie de longue date. Wow. Ouais. C'est ça. Anifa, je te remets la parole. Merci beaucoup, Délie. Merci beaucoup, maman Vicky. Anifa, c'est à toi. Merci beaucoup, Mireille. Donc, on arrive à la fin de notre discussion. On a envie de continuer, mais bon, le temps imparti est le temps imparti. On essaie de commencer, de terminer à temps. Merci beaucoup, maman Vicky, pour avoir pris le temps de venir partager avec nous sur ce sujet si important des droits culturels et sociaux de la femme africaine, mais surtout pour votre livre, pour ce livre si intéressant. Effectivement, comme l'une des personnes dans l'audience l'a dit, moi, je l'ai lu aussi en quelques jours, très, très vite, parce que j'avais envie de le terminer vite, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'était vraiment, vraiment très intéressant. On espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous aura avec nous pour venir discuter de ce sujet si important qui ne doit pas s'arrêter au 8 mars, mais c'est un sujet dont on devrait parler tous les jours, le sujet des droits de la femme. Merci beaucoup à M. Congolo aussi pour votre participation. C'était une autre façon de voir aussi ce problème de droits de la femme. Donc, votre participation était vraiment très appréciée. Merci à l'audience qui a été très participative. On a vu que vous aviez beaucoup de commentaires, vous avez partagé vos opinions, vous avez lu le livre, ou si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez le trouver sous format électronique et papier. Donc, on vous encourage vraiment à vous le procurer. Donc, je vais clôturer ici et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais partager quelque chose en fait qui est en lien avec les droits de la femme, mais dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de... voilà, ce serait plutôt dans le sens des droits sexuels et reproductifs qui font aussi partie des droits de la femme. Donc, le mois prochain, le mois de mai, le 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. On peut se demander, OK, est-ce que c'est un problème, l'hygiène menstruelle? Oui, dans certains coins reculés dans le monde, les filles n'ont pas accès aux produits hygiéniques. Elles n'ont même pas accès à de l'eau pour pouvoir se soigner, prendre soin d'elles quand elles ont leurs règles. Et pour certaines filles, ça peut rimer avec ne plus aller à l'école, ça peut rimer avec l'absentéisme, peut-être, OK, pas tous les jours, mais ça peut avoir un impact sur leur éducation. Donc, Congolese Women Network a
pris l'initiative d'organiser une levée de fonds afin de pouvoir justement fournir des produits hygiéniques à des jeunes filles au Congo. Nous avons ciblé une école qui se retrouve dans un quartier défavorisé. Et donc, nous vous encourageons à contribuer à notre levée de fonds. Tous les montants sont bienvenus. Et si vous avez des questions à poser à ce sujet, nous avons là nos coordonnées téléphoniques et puis notre email. On sera heureuse de vous fournir plus de renseignements. Donc, c'était la dernière chose que j'avais à dire. Je vais donc m'arrêter ici et vous souhaiter une belle fin de soirée. Au revoir.